Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors, être artiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Parlons-en avec mon invité du jour. Muriel Nis est mask maker, comprenez, créatrice de masques. N'imaginez pas des masques de carnaval, vénitiens, japonais ou africains. Non, ceux de Muriel sont des créatures uniques, presque indéfinissables, comme sorties d'un rêve étrange. Fabriquées à partir de différents matériaux, ce sont de véritables œuvres d'art qui prennent vie, portées par des danseurs, des mannequins ou des artistes, dans des clips, sur les planches ou lors de shootings photos. Aujourd'hui, Muriel est venue boire le café à la maison et, pour tout vous dire, ce n'est pas chose aisée de la démasquer. Tu veux qu'on se dise bonjour hyper de façon très, très formelle ? Genre, bonjour, j'arrive même pas à dire bonjour. Bonjour Muriel Nis. Bonjour Blanche. Ça te dérange pas si je te regarde pas ? Parce que si je te regarde, je me marre, alors c'est pas la peine. D'accord, tu me regardes pas. C'est pas la peine, avec tes petits yeux pétillants, ça va me fait rire. Oui, mais c'est pas grave. Je t'écoute. Tu crées des masques à partir de plusieurs matériaux, et notamment des cheveux. Donc c'est ça qui est très étonnant. Comment tu en es venue à utiliser des cheveux pour créer tes masques ? Alors, le cheveu, c'est une matière que j'ai découvert à l'Opéra de Paris. Je suis rentrée en parallèle de ma formation de plasticienne à l'Opéra, en atelier perruque-maquillage, qui n'était pas du tout à la base l'atelier que je visais, parce que j'avais une formation de sculpteur. Et j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour cette matière que j'ai appris à utiliser et que, du coup, j'ai intégré dans mes créations. Mais à la base, je travaillais plutôt du plâtre, même du métal. J'ai carrément fait des masques en sac poubelle. Enfin, je testais tous les matériaux que j'avais sous la main. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour le cheveu. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas tes masques et qui ne sont pas encore allés voir sur Internet à quoi ça ressemble, ou sur ton Instagram, comment tu pourrais décrire l'univers de tes masques et à quoi ils ressemblent ? Ça va être difficile à décrire parce qu'ils sont tous très différents, mais disons pour les gens, si les gens n'ont pas l'image, le matériau principal c'est le textile, les perles et le cheveu. On va dire c'est ceux qu'on retrouve le plus en ce moment. Brodés, donc ils sont brodés de perles sur une base textile avec des cheveux de couleur traités de manière différente à chaque fois. Alors quand on voit tes masques, en général ça crée vraiment la surprise et ça crée aussi un trouble. Est-ce que ce trouble-là est voulu ? Voulu, oui et non, c'est-à-dire si il y a une envie de surprendre, c'est sûr. Après, trouble, ça peut être dans le bon ou dans le mauvais sens. Je sais qu'il y a des gens qui sont gênés, enfin qui sont inquiétés même par mes créations. Après, je cherche pas forcément. Trouble, c'est peut-être fort. Après, c'est sûr qu'il faut susciter l'émotion, oui. Moi, j'utilisais le mot trouble parce que c'est vrai que pour moi, il n'a pas une connotation négative. Au contraire, c'est plutôt un sentiment d'être un peu bousculé, de s'interroger, de se poser une question de qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque. Et quand on voit tes masques, c'est vrai que ça interroge immédiatement. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est de me dire que c'était vraiment unique et que j'avais jamais vu ça avant. J'avais jamais vu ça ailleurs. Il y a un côté aussi précieux, je trouve, dans tes masques et aussi presque ethnique. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux faire ? Il y a effectivement des inspirations ethniques ou des choses qui ramènent un peu à la création de masques de manière un peu primitive, mais pas dans la manière dont j'utilise les matériaux. Donc. Après, je pense aussi que le fait de travailler le textile, de venir travailler la couture et la broderie, il y a un acte un petit peu primitif aussi, et le fait que je travaille avec mes émotions, ça doit de toute façon donner un objet qui a des similitudes avec certains objets primitif dans la manière dont je le fais. Oui, après, il y a aussi effectivement un côté qui peut être complètement baroque. C'est vrai que c'est très particulier. Enfin, peut-être que j'emploie pas les bons termes. Je vois que tu lèves un peu les yeux au ciel en disant baroque. Non, baroque, on en trouve aussi, effectivement. Il y a un mix de tout, en fait. Mais c'est vrai que la force d'évocation des objets, elle est assez intéressante parce que tu combines des matériaux modernes ou en fonction de comment tu vas... Il y a toujours quelque chose de primitif et de fort, en fait, dans l'objet du masque qui ressort de là.
C'est un travail très soigneux, perfectionniste. Il y a presque un côté un peu maniaque. Je sais que dans la vie, tu es aussi assez organisé, tout ça. C'est vrai. Donc, je me pose souvent cette question sur l'art. Est-ce que, selon toi, l'art, c'est plutôt la perfection ou l'imperfection ? Ou en tout cas, la beauté, est-ce que pour toi, elle est plutôt dans la perfection ou dans l'imperfection ? Dans les deux. Il y a une perfection dans la beauté du geste répété, dans le fait de pousser quelque chose de manière maniaque, c'est-à-dire par exemple, moi, le fait de travailler un sujet tout le temps le même, on va vers une sorte de perfection parce qu'on crée sa recette, on crée une œuvre toute une vie, et à la fois, il faut qu'il y ait de l'imperfection. Enfin, pour moi, dans la manière dont je crée un masque, c'est pas du tout parfait, et bien au contraire, et je sais jamais où ça va. C'est hyper spontané, c'est créé vraiment à partir d'émotions, et c'est le mélange des deux. Il y a une perfection finalement dans la manière où on va composer sa vie et réussir à en faire quelque chose qui va inspirer les gens et qui va être cohérent, et une imperfection, oui, il faut être libre. Enfin, pour moi, le masque, c'est avant tout d'être libre, de le créer comme je veux, comme je l'entends. Et il n'y a pas de manière de faire. En fait, il y en a plein. Est-ce que tu as des influences qui t'amènent à créer chaque masque ? Oui, il y en a beaucoup. Après, il y a en grande partie la musique, parce que je travaille toujours avec de la musique. Donc, c'est vrai que la musique, ça va m'amener dans une atmosphère, dans une émotion, et ça va effectivement amener le masque à ressembler à quelque chose ou à autre chose. Il y a des films, il y a la mode, il y a des livres, il y a tout ce qui est naturaliste. En fait, j'ai des références hyper diverses. C'est nourri de tout. Alors, par exemple, ton dernier masque, est-ce que tu l'associerais justement à une musique ou à un film ? Est-ce qu'il y a une influence, par exemple, qui t'est venue à l'esprit quand tu l'as créé ? En ce moment, en fait, j'ai fait une collaboration récemment avec un créateur de mode qui s'appelle Pierre Lumasquia, dont je suis complètement fan de ses créations. Son univers aussi à lui est très éclectique. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui à la base venait du milieu des beaux-arts, qui n'est pas forcément styliste ou designer, et qui a aussi plein de références très diverses. Et le dernier masque que j'ai fait, il est clairement inspiré aussi par son univers à lui, très coloré, très mélangé. Et voilà, ça c'est par exemple quelque chose qui a vraiment poussé la création de cette dernière pièce. Le masque a des symboliques très fortes, hein. C'est souvent associé à des rituels, à du sacré, à des traditions, à des subversions. Et tes masques, j'ai l'impression qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires autour de tes masques. Et notamment dans ces collaborations-là, les gens qui utilisent tes masques, qu'est-ce qu'ils racontent eux comme histoire à travers les différentes collaborations que tu as pu faire ? C'est un peu la collaboration, c'est dans les deux sens. Je pense qu'il y a le créateur ou le musicien ou l'artiste avec lequel je collabore qui s'approprie effectivement la pièce parce qu'il va en faire quelque chose, mais c'est aussi souvent les regards des deux côtés. Il y a ce vers quoi je vais amener aussi la collaboration. C'est vraiment partagé en fait. C'est pas forcément la personne avec qui je collabore qui va utiliser le masque comme lui l'entend, parce que j'amène aussi quelque part un univers j'amène son univers à coller au mien aussi. C'est vraiment mais justement, un mélange. Dans une photo ou dans un clip où ton masque sera mis en avant, qu'est-ce que ça ajoute en fait à la création de l'autre ? Ça c'est vraiment très variable, hein. Ça dépend des projets. Après, c'est vrai que le masque, c'est tout de suite une dimension forte, parce qu'à partir du moment où tu vas masquer la personne, je pense par exemple à des collaborations en stylisme ou en projet photo, le masque, il a une forte présence dans l'image. Après, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend de l'association qu'on fait avec, mais ça amène vraiment une dimension, ça amène une histoire, ça amène... c'est un choix fort, en fait, de mettre un masque dans une image. C'est vraiment une pièce émotion, c'est une pièce qui va naître de tout un tas de choses, et en général, quand je démarre une création, je sais pas où elle finit, et c'est ce que j'aime. Après, oui, c'est très libre comme acte de création. C'est en ça aussi où c'est compliqué, parce que dans ma pratique, souvent on ne sait pas dans quoi me ranger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est lié à la mode, il y a des gens qui disent que c'est que de l'art, il y a des gens qui voient ça dans le théâtre. En fait, je travaille un sujet, mais je suis vraiment à mi-chemin entre tout ça. Mais justement, souvent les masques sont un peu faits pour être incarnés, mais là prochainement, en avril, ils vont être avril 2023, hein, je précise, ils vont être exposés au Musée des Arts Déco à Paris. Donc là, le regard du spectateur change, parce que ça va être plus statique, pas forcément réellement incarné. Qu'est-ce que ça change ça pour toi dans le regard qu'on porte sur tes masques ? Est-ce que ça devient davantage une œuvre d'art dans ces conditions-là ?
De toute façon, le lieu dans lequel ils sont présentés, effectivement, change le regard du spectateur. Après, le côté muséal, c'est très intéressant parce que du coup, ça leur donne aussi une légitimité de se retrouver dans un endroit comme ça. Après, ils vont être incarnés dans le sens où on va les présenter avec les tenues, notamment de Pierre-Louis Mascia, dont je parlais récemment, et d'une autre marque avec qui j'ai collaboré pour un défilé de haute couture en 2020, qui s'appelle Xuan. Donc, on présente les pièces et les tenues. Donc, il y a une vraie mise en scène, je pense, qui va aussi incarner un peu l'objet. Après, il y a une autre création que j'ai fait juste pour le musée qui va être présentée avec une tenue, je ne sais pas encore laquelle, choisie par la personne qui fait l'exposition. Le sujet de l'exposition, c'est une exposition autour des poils et du cheveu. Donc c'est vrai que là, on va être tous les artistes qui travaillent le poil et le cheveu qui participent à cette exposition. Donc c'est intéressant pour moi aussi d'être répertoriée en tant que mask-maker qui travaille le cheveu autour de ce projet. J'ai l'impression que dans le masque, il y a toujours l'idée d'être caché, mais aussi l'idée d'être deviné. Je voudrais savoir si toi, c'est ce que tu ressens un peu, parce que je te connais un peu, je sais que t'es pas forcément toujours à l'aise pour parler de toi, et en même temps, le masque, c'est aussi une façon de se révéler d'une certaine façon. Est-ce que justement, cette symbolique un peu double d'être caché et deviné, ça te parle ? Oui, bien sûr. Après, on est caché effectivement, mais en réalité, on est même plutôt vu, parce qu'en fait, quand on met un masque, même si effectivement on voit le masque et on n'est pas identifié, en fait, on attire énormément le regard, donc c'est assez paradoxal. Après, effectivement, moi, c'est mon langage, c'est ma manière de communiquer. Les gens me disent souvent que je ressemble pas à mes créations. Et c'est vrai que ça crée un trouble. Quand on me voit, finalement, on se rend compte que je suis assez classique au final. Je dirais pas classique. Je dirais que t'es une personne qui a un style très raffiné, un visage comme une poupée de porcelaine, je trouve. Tu es gentil. Et que quand même t'es toujours très élégante. Et le masque que tu fais est très différent effectivement, mais il y a quand même justement quelque chose de précieux et d'étudié, de très élaboré, de très délicat aussi. Même si l'impression première est forte, après dès qu'on s'approche un peu plus près de l'objet, on découvre en fait tous les détails, et c'est ça qui est plaisant aussi, je pense, et qui va être intéressant dans le fait que ça soit exposé, c'est de pouvoir aussi observer de près la pièce. Mm-hmm. Est-ce que ça va changer quelque chose aussi pour toi, que ça puisse être vraiment vu de près et non pas seulement à l'image? Oui, de toute façon, tous les médiums qui permettent à mes créations d'être vues sont les bienvenus. En fait, quand on crée des pièces, on a envie que ça vive, on a envie que ce soit reçu par les autres, de les partager. Donc, peu importe le support, c'est du moment que ça permet effectivement aux créations de vivre, c'est bienvenu. On dit souvent que la création, c'est un miroir. Ouais, c'est pas inintéressant. D'ailleurs, je travaille en face d'un miroir, toujours. Parce que, en fait, c'est aussi un peu la déformation d'avoir appris un petit peu la perruquerie ou le travail à l'opéra. On travaille toujours face à un miroir pour regarder ce qu'on crée. Et en règle générale, de toute façon, c'est toujours bien de regarder son travail dans le miroir parce qu'on le voit vraiment. Quand on le regarde, en fait, on le voit pas complètement. Et du coup, j'ai besoin, à chaque fois que je fais une création, d'être face à un miroir, de le retourner, de regarder dans ce miroir. Donc, c'est assez intéressant comme image. Ouais. La création, ça comble un manque. Est-ce que tu penses que c'est ton cas ? Oui et non, c'est-à-dire que ça comble un manque, oui, peut-être de pas avoir dans la vie, on va dire, réelle, la vie de tous les jours, il manque quelque chose de plus fort, en fait. Et la création, ça va te permettre de créer cette dimension qui n'existe pas. Pour toi, est-ce que les artistes sont des personnes qui sont à part ? Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, à part, pas dans le sens galvaudé du terme ou prétentieux du terme, hein, mais c'est effectivement, on a un langage à part et on a besoin d'exprimer des choses et surtout de créer nos propres règles. La société ne nous permet pas de nous exprimer comme on a envie de s'exprimer. On crée notre chemin. Tu dis souvent que le masque, c'est la liberté. Ah oui, complètement. Enfin, en tout cas, la manière dont moi je l'ai créé, je sais que ça suit ma route depuis des années. Je travaille à côté encore sur d'autres choses. J'ai beaucoup d'activités différentes, mais j'ai besoin de ça. Le masque, c'est vraiment mon identité. Et on a eu toute cette période de Covid où d'un seul coup, tout le monde s'est mis à porter des masques, justement. Des choses assez absurdes d'ailleurs aussi, on a vu. Tout le monde était soudain avec un masque. Est-ce que ça a fait écho, toi, à ta création ? C'était très drôle parce que du coup, ça
ça a donné lieu à des images où les gens se sont mis à mettre des choses sur leur visage, et ça, c'était assez intéressant. On a accepté de porter des choses qui étaient singulières et qui n'étaient pas... qu'on n'aurait jamais porté hors de ce contexte-là, quoi. Non, tu veux dire des masques qui étaient particuliers plutôt que les masques chirurgicaux, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, moi je parle de l'époque où le Covid est arrivé, où il n'y avait pas de masque, et où on a vu sur les réseaux des trucs pas possibles, de gens qui se protégeaient des microbes avec la tête dans une bouteille plastique. Enfin, on a vu des trucs pas possibles bricolés, et ça c'était très drôle, parce qu'on a... Hors de ce contexte-là, les gens n'auraient jamais mis ça sur leur tête, et ça c'était très drôle. Cette libération était assez drôle au final. Est-ce qu'il y a des univers de cinéma qui correspondent à ton univers? Qui correspondent directement, non, mais il y a des films phares, évidemment. Eyes Wide Shut, forcément, mais c'est ma référence. Je l'ai vu énormément. C'est un film qui est très fort et qui est très chargé de symboles et qui est très inspirant. J'ai adoré La 9e porte. Je sais que c'est un film qui a pas trop plu, mais je sais pas pourquoi ce film revient constamment et je le regarde tout le temps. Est-ce que tu aurais un projet rêvé maintenant? Un projet rêvé, pas forcément précisément, mais disons que mon objectif pour la suite, c'est vraiment d'arriver à créer des projets qui mixent, qui mettent en lien, on va dire, des créateurs qui me touchent, des personnalités qui me touchent, continuer à créer des masques et arriver à les intégrer dans des milieux qui leur correspondent. Et je dis ça, c'est compliqué parce que c'est pas forcément de les mettre juste posés dans une galerie qui m'intéresse. C'est vraiment d'arriver à combiner des savoir-faire, des personnalités, des univers ensemble. Le masque, la tenue, les objets, la photo, le lieu, la musique, en fait, c'est un tout. Et c'est vraiment de combiner tout ça, de faire des projets comme ça qui m'intéressent. Alors qu'à l'inverse, dans le moment de création, tu serais plutôt solitaire? Complètement. Alors, j'ai besoin même d'être complètement seule. J'arrive pas du tout à créer quand je suis entourée. Parce que il y a un processus de création qui est assez autistique. Hein. Je m'enferme, je me mets à broder, et là je me laisse porter, j'écoute de la musique, et ça donne quelque chose, ça prend le temps que ça prend, mais voilà. Alors toi, tu as fait tes études aux Arts Déco à Strasbourg. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette école? Alors cette formation, elle est intéressante parce qu'on a accès à beaucoup d'ateliers, on est très libre en fait. Moi j'étais en section objet. Au départ j'étais entrée pour faire de l'illustration et finalement j'ai bifurqué en objet. Donc j'étais en métal, ça n'a plus rien à voir avec ma pratique actuelle, mais on a accès à beaucoup de choses, on peut tester beaucoup de choses et on est très libre. Donc en soi, la formation en elle-même, je trouve pas qu'elle apporte grand-chose d'un point de vue technique, parce qu'on est quand même relativement seul à faire ces projets, mais à la fois elle donne accès à un réseau par la suite quand on se développe en tant qu'artiste, qui est intéressant. En règle générale, quand on rentre dans une école comme ça, on est jeune, et du coup, on voit pas forcément la chance qu'on a de pouvoir utiliser tous les objets, les matériaux, d'avoir accès à tous ces ateliers. Et c'est vrai que par moment, on n'exploite pas le temps qu'on a, en fait, pendant ce moment d'études. Et souvent, on se cherche, on ne sait pas tellement ce que ça va donner. Et quand on sort de cette école, on se rend compte, en fait, qu'on avait accès à des choses dingues qui sont compliquées à retrouver après dans la vie professionnelle. Et c'est là où, quelque part, quand on rentre dans ces formations, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire et qui on est déjà pour pas se perdre en cours de route. Oui, ce qui n'est pas évident quand on démarre, en fait. Ouais. Et je crois qu'on a terminé l'entretien, mais je voudrais quand même vraiment savoir, même si tu es timide, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque de Muriel? Voilà, la grosse question. Elle va pas me le dire. Non. Quelle est la musique que tu écoutes actuellement pour créer? Est-ce que tu peux nous faire entendre? Eh ben, écoute, en ce moment, je crée sur une musique que j'ai chasamée, alors je ne sais plus où, un morceau qui s'appelle Blink Twice. Après, mon répertoire change très souvent et très varié, mais voilà, je vais te la faire écouter si tu veux. Ouais, alors je vous laisse vous imprégner de cette musique en découvrant les masques de Muriel Nice. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Merci Muriel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et rejoignez-moi sur Instagram sur le compte maudit.artiste au pluriel. À bientôt.